encore nombreux et nombreuses à cette rencontre littéraire. J'espère que vous avez bien profité d'hier et que la journée s'annonce belle encore aujourd'hui pour cette deuxième journée de Là-bas vu d'ici. Merci à notre belle brochette d'auteurs d'être parmi nous, Eugène Ebaudet, Franck Bouys, Atik Raimi. J'ai la lourde charge d'animer cette discussion, donc j'espère que nos trois auteurs seront coopératifs et indulgents à mon égard et aux vôtres aussi. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être là pour vous présenter. Vous êtes tous les trois des auteurs prolifiques, avec chacun une dizaine de livres publiés. On a déjà eu hier soir un aperçu de l'œuvre de Atik Raimi. Ce soir, ce sera au tour de Franck Bouys à 18h15 et demain matin, Eugène Ebaudet à 11h30. Donc je vous invite à revenir ici à ces moments-là pour en savoir plus sur les œuvres de nos deux autres auteurs. Donc pour le moment, on va essayer de tisser des liens entre les trois. Alors les liens amicaux sont déjà tissés puisque les trois se connaissent et s'entendent déjà très bien. Alors vous ne m'en voudrez pas, mais au vu de ce plateau exclusivement masculin, j'aimerais quand même commencer par parler de vos personnages féminins. Dans vos livres, vous avez toujours des très beaux personnages de femmes, des personnages qui sont souvent malmenés, souvent violentés, mais la plupart du temps résilientes. Alors, j'aimerais savoir comment, en tant qu'homme, on écrit au nom d'une femme, comment on prend la voix d'une femme, même si c'est une femme fictive. C'est bon, je leur ai coupé le sifflet, c'est parfait. Si le plateau est exclusivement masculin, l'assistance... Justement. Le féminin l'emporte sur le masculin, au figurant. La question c'était, pardon, comment ça commence fort. Comment, en tant qu'homme, on prend la voix d'une femme quand on écrit? Parce que, par exemple, dans Né d'aucune femme, c'est une femme qui raconte. Dans Brûlant était le regard de Picasso, c'est vraiment le parcours d'une femme aussi. Et puis Singué Sabour, c'est le monologue d'une femme face à son conjoint dans le coma. Donc, vraiment, ce ne sont pas des personnages secondaires, quoi. Moi j'ai pas le sentiment de prendre quoi que ce soit. Et surtout pas la voix de... Je fais référence à Rose dans N'est d'aucune femme. J'ai plutôt le sentiment de quelque chose qui s'impose et de laisser la place à un moment donné. Et cette voix-là, je l'écoute, je transcris en fait, je transcris ce qu'elle a à me dire, ce qu'elle a à me raconter. Et quand je me réveille, que je lis ce qu'elle m'a dicté, c'est vraiment ça. On parlait hier justement de... Il n'y a pas de... Ce qu'il faut comprendre quand j'écris, je parle en mon nom, je ne me mets pas en projet de devenir un personnage. C'est-à-dire que je ne prends rien. C'est le personnage qui s'impose. En revanche, voilà. Et on est un peu comme une outre qui se vide de sa personnalité, de ma personnalité de Franck Bouys, pour laisser la place à celui qui écrit. Et du coup, il faut accepter de se laisser posséder par le personnage. On lui laisse la place. Voilà. Et c'est très troublant quand on se relit le lendemain. Quand je relisais les cahiers de Rose, je me disais, mais d'où ça sort? D'où ça sort? Tu n'es pas une femme, tu n'es pas une gamine de 14 ans, tu sais à peu près lire et écrire, et elle te parle comme ça. Et tu écris de cette façon-là. Et ça, c'est très troublant. Et c'est pas troublant quand on écrit. Il n'y a aucune scène qui est plus troublante qu'une autre. Souvent, on me dit, mais la violence qu'il y a dans ce livre a des moments... Quel est l'engagement? Je dis, c'est le même engagement qu'une scène d'amour. C'est ça qui est paradoxal. On est dans le même état de tension. Enfin, moi, en tout cas, je suis dans le même état de tension. Mais en revanche, il faut éviter de se poser des questions. En fait, on est un peu obligé quand on se retrouve face à vous. Parce que vous en avez des questions. Mais moi, quand je termine le livre, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas envie de le relire, j'ai pas envie de me remettre dedans.
elle m'a tellement épuisé, cette gamine, ce prêtre, ils m'ont tellement... oui, si tu veux. Essoré, ouais, il y a ce truc-là de l'épuisement. C'est-à-dire, le livre est fini quand je suis épuisé, complètement essoré, vidé. Parler, je pense j'aime bien le mot romancier. Un romancier, c'est quelqu'un qui se vide. Et on a toujours cette hantise. Enfin, moi, je commençais à la voir, c'est de me dire, mais est-ce que tu as encore des choses? Est-ce que tu portes encore des choses? Ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on écrit après avoir écrit une dizaine de livres. Mais j'aimerais bien entendre Atik Raimi ou Eugène Ebaudet sur la question d'écrire, de donner la voix à une femme ou à des femmes. Oh là, Franck a tout expliqué. En effet, au début, on ne s'en rend pas compte. Je me rappelle, pour écrire Pierre de Patience, j'avais tout un autre projet au départ. Vous voyez, c'est pas anodin que j'ai pris la pierre de Patience, 5 de Sabour, justement, comme métaphore et aussi comme un objet très important dans ce livre. Pour moi, c'est en effet, l'écrivain est comme cette pierre de patience, c'est-à-dire une pierre qui absorbe tout, écoute tout, et un beau jour, elle éclate. Voilà, c'est un peu ça, c'est comme une sorte d'éponge, on absorbe. On ne se rend pas compte de ce qu'on absorbe, ce qu'on est, mais ensuite, il y a tout un travail à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, évidemment, tri qui nous guide en dehors de nous. Par exemple, moi, au départ, je voulais entrer dans la tête de mon personnage masculin. Et d'ailleurs... Ce qui est dans le coma, hein, c'est ça? Ce qui est dans le coma. Et d'ailleurs, du début à la fin, le narrateur ne quitte jamais la pièce. C'est toujours, on dit, voilà, la femme sort, on entend le bruit de ses pas, etc. On va jamais, je raconte jamais directement la femme. Alors, contrairement au film. Dans le film, j'ai pris le point de vue de la femme. Donc la caméra quitte avec la femme, la pièce, elle sort, etc. Alors que dans le roman, non. Dans le roman, c'est vraiment un huis clos. Et moi, je voulais rester ça. Mais j'ai commencé petit à petit, à dire, ok, un homme qui écoute, qui entend la voix de sa femme, et cette voix lui raconte tous ses secrets. Tous ses secrets, cette femme qui se dévoile, se révèle aussi. D'abord, elle se révèle à travers la parole, puis elle s'affirme, ensuite elle existe. Donc, et quand j'ai commencé à écrire, évidemment, à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était cette femme qui m'a pris comme ça, le corps, j'ai dit, t'as pas le droit d'être dans la tête de cet homme, écoute ce que j'ai à te dire. Donc c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire, en effet, nous, toujours on dit comment vous avez pu vous introduire dans la peau de vos personnages, etc. C'est faux. Ce sont les personnages qui entrent en nous. C'est plutôt ça. Eugène, est-ce que vous diriez la même chose? Je voulais juste préciser quelque chose de contractuel. Si j'ai une casquette, c'est parce que... Oui, d'ailleurs, vous auriez pu me prévenir. J'ai pas de chapeau, donc voilà, donc j'ai mis une casquette, c'était contractuel. Comme ça, le sujet est abordé et clos, on peut passer à autre chose. Parfait. Et merci d'être réunis ici autour de nous. Chapeau à ces deux grands auteurs. On s'est retrouvés il y a quelques années sur un plateau de télévision et je dois dire que nous sommes rentrés les uns dans les autres. Pour reprendre, non plus comme personnage, mais comme humain. Et ce sont donc aux frères humains qui sont ici réunis, auxquels j'adresse mes salutations très, très, très chaleureuses, parce que c'est pas facile par les temps qui courent, par leur agenda,
et celui de Attic est encore plus impressionnant, compte tenu de la situation géopolitique que vous connaissez, sur laquelle je ne m'étendrai pas. En revanche, je tiens à souligner quelque chose. Et c'est peut-être à l'intention des organisateurs de ce festival, Fabienne et bien sûr Henri, pour leur suggérer une phrase que j'ai tirée d'un livre magnifique, les buveurs de vent. Tu parlais des buvards, là c'est des buveurs de vent, et c'est un peu en lien avec la question que nous abordons sur la littérature et ce qu'elle nous inspire. Alors, la phrase est la suivante, on pourrait la mettre en exergue sur tous les frontons des lieux culturels du Vigan. C'est une suggestion, il n'y a pas une obligation. Madame la maire, messieurs les conseillers, ce n'est qu'une suggestion. La phrase la voici. Là-bas, ils étaient si peu, ils ont fait d'ici leur royaume. Vous savez que le thème du festival, le titre, c'est Là-bas vu d'ici. Donc ça, c'est une suggestion pour vous. C'est tiré du livre de Frank Wyss. Et il a parlé des saurages, de la grande machine à laver qu'est la littérature. Évidemment, Attic dit que c'est plutôt le buvard. Moi, je dirais c'est l'encrier. L'encrier parce qu'on a besoin de tremper sa plume. Et le sujet, je crois, c'était 3 plumes, 3 voix. Donc, l'écrivain trempe On peut même dire 3 continents. Hein. Et même davantage. Parce qu'il y a un supracontinent que nous allons aborder qui est, maintenant que le nôtre est si menacé et qu'on imagine toujours un continent de recours, eh bien le continent de recours est dans les cœurs. Et là, c'est une très très grande affaire, c'est une autre exploration. Mais pour répondre à votre question sur les femmes, comment nous les habitons ou comment nous habitent-elles, on leur donne une voix. Oui, moi je sais que... Ah voilà, c'est la mienne qui me dit que je suis déjà long, alors que je n'ai même pas commencé. Je suppose que vous êtes le seul à avoir laissé votre téléphone allumé. Je ne vous félicite pas. Hein. Donc, oui, alors ce qu'elle vient de me dire, c'est que Franck a parlé de rose dans Né d'aucune femme, et que moi aussi, c'est un autre élément qui nous réunit, j'ai parlé de la rose dans le bus jaune. Et comme c'est une femme très célèbre, j'avais commencé par une voix narrative un peu neutre, celle qu'on nous recommande toujours quand nous essayons d'écrire. On dit il faut que le narrateur soit un peu détaché, omniscient, etc. Et donc j'avais pris le ton de la narration à la 3e personne. Et à la fin, je me suis aperçu que ça sonnait un peu faux, un peu neutre, trop neutre. Pour une femme qui s'était engagée, qui avait eu des actions audacieuses. On parle de Rosa Parks, là. Oui, de Rosa Parks. Et donc je me suis dit, ça va pas. Il faut que je rentre à l'intérieur de Rosa, que j'essaye de faire entendre sa voix. Et du coup, je me suis dit, mince alors, je suis bien embêté. L'une des questions d'ailleurs qui m'est venue à l'esprit, que fait une femme le matin devant son miroir? Est-ce bien différent de ce que fait un homme devant son miroir le matin? Je ne sais pas, on se touche peut-être les cheveux, on se regarde, bon, on s'admire peut-être, on essaye de voir quel est le défaut que la nuit a laissé sur le visage, j'en sais rien. Donc je suis allé questionner mon épouse, alors quand tu te trouves devant le miroir, la salle de bain, que fais-tu? Ah, toi aussi, laisse-moi cette histoire d'écrivain. Non, je n'ai pas eu la réponse à laquelle... que j'attendais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de scène qui se passe le matin dans la salle de bain dans vos livres, en fait. Mais dans celui-ci, Rosa se retrouve dans son miroir, dans son appartement de Cleveland Avenue, et elle s'interroge. En fait. Devant son miroir, c'est une interrogation. Son mari, qui était pourtant le plus militant, le plus... agressif des deux, lorsque le boycott a commencé, eh bien c'est lui qui a molli. Il est devenu plus mou, d'ailleurs il a été aussi pris par l'alcool, qu'il absorbait à
se donnait du courage, mais en fait, progressivement, il s'étiolait. Donc c'est un contraste, effectivement, en voulant retrouver la voix de Rosa, je me suis aperçu d'autres éléments qui ont nourri le récit. Donc Rosa n'a pas été au fond que simplement la femme. Elle est devenue et la femme et l'homme, parce qu'il y avait un combat. En fait, elle a quitté le territoire des femmes ou des sœurs pour rejoindre celui des frères. En fait, c'est là où l'idée de fraternité est intéressante, même si au passage on nous dit qu'il y a des combats typiquement féminins qui doivent être menés. Parce qu'elle a reçu beaucoup d'insultes comme femme, et à ce titre, beaucoup ont aussi senti que là, il y avait une boucle émissérisation qui était en route, et je crois que les femmes ont été très importantes dans ce combat pour les droits civiques. Alors justement, on parle de combats peut-être typiquement féminins. Ce que j'ai eu l'impression en lisant vos livres, c'est que les hommes font preuve d'une grande violence dans beaucoup de vos livres, à tous les trois, mais ils ont une part de faiblesse qui est peut-être masquée par cette violence, mais est-ce que la violence dont ils font preuve, c'est une manière justement de cacher leur faiblesse et de montrer qu'en fait, il faut qu'ils tapent du poing sur la table pour que les faiblesses ne se dévoilent pas au grand jour? Vous avez certainement répondu à la question. J'ai peut-être tort sur certains points, hein, j'attends d'être contredite. Pour tout dire, en fait, quand j'écris, moi je délivre aucun message. Il n'y a pas de... Je n'ai pas envie d'être le porte-drapeau de quelque combat que ce soit, mais je porte une révolte, ça c'est sûr. Mais après, le lecteur, il fait ce qu'il veut de ça. Il s'approprie les personnages, ça c'est plus mon problème. Mais en tout cas, moi quand j'ai écrit, j'ai pas le désir revendicatif voilà. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, tu parlais d'explosion, l'image était belle, c'est ça, à un moment donné on peut plus, il faut que ça sorte, quelque chose sorte. Alors, la violence, peut-être, c'est pas une nouveauté, hein. L'homme exprime sa faiblesse, voilà. Quand il est acculé, en fait, il réagit souvent par la violence. Enfin, pas dans tous les cas, heureusement. Mais Donc il n'y a pas de volonté ni de dénonciation ni de réparation dans l'acte d'écrire, en fait. Mais non. L'écriture, c'est tout sauf une thérapie, que ce soit bien clair, et c'est tout sauf une comment dire, on parlait hier soir de cette très belle leçon d'écriture de Nabokov, et il commence comme ça, il dit, il faut résister au désir, quand on écrit, il parle du lecteur, il faut résister au désir de vouloir apprendre des choses de soi, et au désir de s'identifier au personnage. C'est fort ce qu'il dit, hein. C'est-à-dire que le lecteur aussi, il a ce rôle-là de détachement. Parce que ça sert à quoi de prendre... Il n'y a rien de pire que... J'ai des copains libraires, ils me disent, mais moi j'ai des clients, ils me disent, mais j'ai adoré ce livre, qu'est-ce que vous avez de pareil? Achetez le même. Ça, c'est si vous avez envie, c'est ce truc-là de doudou, de retrouver comme ça. Parce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait de continent. Moi, je pense qu'on devrait parler d'atmosphère. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a une atmosphère. Et cette atmosphère-là, elle domine tous les continents. Quand vous lisez Shakespeare, il parle à tous les continents, à tous les pays, à tous les... C'est ça qui est incroyable, cette puissance-là. Et je viens de me perdre un petit peu, là, dans mes explications, mais c'est ça qui est important. C'est quelque chose qui... Vous vous retrouvez dans une atmosphère, vous faites confiance, et il vous amène ailleurs. L'écrivain, il vous amène ailleurs. Mais ça, il faut l'accepter. C'est un pacte qu'il faut passer. Ce désir aussi de se perdre. Il suffit de lire les très beaux entretiens de Marguerite Yourcenar qui parlent de ça. Et bon sang, les lecteurs, il y a des lecteurs qui sont feignants. Mais elle le dit, alors quand Marguerite le dit, non, bien sûr, non mais il y a je veux dire par là que
les lecteurs ont un rôle dans l'évolution de la littérature. On n'a que ce qu'on mérite. Et non, je ne vais pas. Mais non, ne me fais pas dire. Alors, du coup, si vous Non, voulez mais je crois que c'est important. À un moment donné, il faut grandir, je crois, mais grandir en tant qu'écrivain et grandir en tant que lecteur aussi. C'est-à-dire faire ces petits pas de côté qui paraissent vous mettre en danger. Mais non. La lecture, comme la littérature, on est en équilibre. Mais c'est un équilibre merveilleux. C'est-à-dire que vous résistez à la chute. La grande littérature, elle est par certains côtés bancale. Voilà. Et moi je cite souvent l'exemple le plus beau meuble que j'ai, c'est mon grand-père qui l'a fabriqué pendant la guerre, quand il est revenu de captivité, et il a mélangé, il y a 5 essences de bois dedans. Voilà, mais ça tient. Ça tient et c'est merveilleux. Et il n'est pas bancal. Il n'est pas bancal, il a fait ce qu'il faut. Je suis pas sûr. Mais les choses très bien marketées, tout ça, c'est... Est-ce que, Attic, vous diriez aussi que l'écriture n'est pas un acte d'engagement? Alors, comme le dit Franck, vous n'avez pas dit ça. C'est le lecteur qui s'approprie l'engagement, mais quand on écrit, on ne pense pas à... Encore, je reviens à cette nouvelle de Camille, dont on a parlé hier soir. Alors aussi, nous, on est dans la solitude absolue, et puis oui, dès que le livre sort, on entre dans, dans cette solidarité. Vous voyez. Donc, oui. Mais je reviens parce qu'on a parlé justement de notre discussion va vers écrire, pourquoi écrire. Donc, écrire, c'est quoi? C'est l'encrier, ou l'éponge, ou la pierre, etc. En effet, mais ça, c'est le génie de la langue française. J'adore que c'est le mot, déjà le verbe écrire. Dès que j'entends le mot écrire, j'entends cri et rire. Et c'est vrai, la littérature, c'est ça. D'ailleurs, Kundera a très très bien dit, Salman Rushdie aussi, que le rire a fait justement la quintessence de la littérature du roman, c'est le rire. Et aussi un cri. Et à ce propos, en effet, j'aimerais bien vous raconter un petit conte, une petite histoire. En plus, le titre, c'est 3 écrivains, 3 plumes. Alors, qu'est-ce que c'est le plume? Et 3 chapeaux aussi. 3 chapeaux. 3 plumes pour... Alors, qu'est-ce que signifie? Ah bah tiens, vous avez aussi une plume en main. Donc, c'est quoi là? Je montre au public pour qu'on pense pas que c'est délire. Donc, en Asie, en Afghanistan, en Iran, Tadjikistan, même en Turquie, il y a un personnage légendaire, je ne sais pas, vous avez entendu parler, l'autre s'appelle Mullah Nasruddin. Il y a un personnage légendaire, qui n'existe pas depuis des siècles. Tous les musulmans ils déversent leur frustration et tout sur ce personnage. Bon, alors, on raconte qu'un jour, les voisins l'entendent crier, du matin jusqu'au soir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout le monde se rassemble devant sa porte, on frappe, personne n'ouvre, fonce la porte, entre à l'intérieur, il voit Mullah Nasruddin, pantalon baissé, une grosse aiguille à la main. Il dit, mais Mullah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Il dit, quand je me pique les bijoux de famille avec cette aiguille, ça fait mal. Mais alors, pourquoi tu te piques? Il dit, pour pouvoir crier. Donc, notre plume, c'est cette aiguille. On a besoin de crier. En effet, il y a quelque chose en nous qui est là, qui a envie de sortir, qui a envie de se faire entendre. En effet, je peux bien dire qu'on a un message. Non, comme disait Hitchcock, si vous avez un message, passez par la poste. Pourquoi vous emmerdez-vous? En effet, on n'a pas. Et ce qu'il y a, c'est justement, on écrit, on ne sait pas, sans dessin, aucun. Mais, en effet, la langue, parce que cette matière
la langue, c'est à la fois notre matière, notre matériel et matérieux. Tout est là. Et donc, cette langue est commune à tous les êtres humains. Donc, on écrit avec quelque chose que tout le monde a en soi. Mais, la seule chose, nous, on a cette chance de trouver une aiguille. Merci pour le conte. Du coup, on parle de douleur, de cris, de violence, et de rire aussi. Mais justement, j'allais en venir à là. Oui, mais j'ai rien dit pour Juste après, vous aurez la priorité du micro, promis. Les histoires que vous racontez, ce sont des histoires souvent qui mettent en scène des familles qui se déchirent, des familles qui ont des secrets lourdement enfouis et qui pèsent sur les générations. Est-ce que vous diriez que les familles heureuses n'ont pas d'histoire ? Est-ce que les familles heureuses, je suppose que c'est un manteau. Je supposais bien. Par contre, je chronomètre. Est-ce que les familles heureuses n'ont pas d'histoire? Mais je veux quand même pas laisser Nasruddin se piquer tout seul en disant que s'il pique pour qu'il crie, moi j'ai retenu aussi une espèce de proverbe qui dit que qui s'y frotte s'y pique. Et la littérature est un frottement perpétuel et qui pique aussi. Il pique parce que, tu le disais, Franck, le lendemain matin, quand on a écrit un texte, on le reconnaît à peine. D'abord, on est un peu... je parle pour moi, du coup. On est un peu malheureux parce qu'il ne représente pas tout à fait ce qu'on a voulu exprimer. Il est devenu autre. Le fameux jeu est un autre de Rimbaud s'applique très bien au lendemain matin de l'écriture, où on s'aperçoit que les phrases ne sont pas aussi lisses et équilibrées que la commode de grand-père, mais qu'elles boitent un tout petit peu. Et le lissage, l'exercice qu'on entreprend pour qu'elle puisse marcher droit, et là on rentre en littérature avec des grandes surprises. C'est que le personnage n'est pas facile à maîtriser. Il utilise beaucoup ce mot de résister, que André Chanson, perd son âme, qui habite cette ville, même si Franck estime que depuis que j'y suis, André Chanson est passé de la lumière à l'ombre, ce qui est quand même un peu dur. Hein. Il est toujours très haut dans le ciel de la littérature, non seulement du Vigan, mais de la littérature mondiale. Et donc je recommande d'ailleurs les nouvelles parutions d'André Chanson, Les Hommes de la Route, Le Chiffre de nos jours, Adeline Valencian et bien d'autres. Et Roule Bandit. Enfin, bref, tout ça pour dire que la littérature est une surprise permanente et nous sommes les premiers lecteurs de cette surprise. Maintenant, votre question. Vous avez oublié, hein? Non, les familles heureuses. Les familles heureuses. Est-ce qu'elles n'ont pas d'histoire ou est-ce que le bonheur ne mérite pas d'être raconté? Ah, c'est penser que nous n'écrivons que des horreurs. Non, J'irai pas jusque-là. Non, il y a des familles absolument heureuses. Celle de Martin Luther King, quand commence le boycott aux États-Unis, c'est un homme heureux. Il vient d'avoir une fille, sa première fille, il la berce, et là-dessus arrive l'arrestation de Rosa, que nul n'avait prévu. Et on cherchait d'ailleurs ce qu'ils appelaient le case test, c'est-à-dire le cas qui ferait en sorte que les droits progressent aux États-Unis, et l'organisation, la NAACP, cherchait depuis des années, je dirais même depuis des siècles, pour trouver quelqu'un qui soit irréprochable aux yeux de la justice américaine, puisque vous savez que c'est une justice souvent contradictoire, et quand vous êtes, par exemple, vous accusez quelqu'un, en fait, vous devenez vous-même l'objet d'investigation pour voir dans votre vie s'il n'y a pas une petite tâche qui discréditerait du coup votre plainte. Et donc, la justice américaine était à la recherche, enfin, les associations des droits civils. Et donc, King, qui vient de Géorgie, qui arrive en Alabama,
avec sa femme, Coretta. Ils sont très heureux. Ils ont une fille, ils la bercent, le monde resplendit. Même si la cause noire, elle, s'enfonce. De grands immeubles, y compris le Capitole de l'État d'Alabama, qui est à 2 pas. Donc, la maréchaussée surviendrait tout de suite. Il a peur. Il a vraiment peur. Il a peur, pas en tant que... On a dit plus tard que c'était un poire, mais non. C'était juste quelqu'un qui baignait dans un bonheur qu'il ne voulait pas voir s'éteindre. Et oui, ce n'était qu'un humain. Et après, il a surmonté, bien entendu, cette première difficulté pour comprendre que c'était le temps de pouvoir agir. It was the time to act. Merci. Est-ce que Franck ou Attic, vous voulez réagir à cette question sur le bonheur? Ben, on est tous des enfants de la tragédie grecque. Je ne sais plus qui avait dit que tout livre était une réécriture de l'Iliade ou de l'Odyssée. Quand vous prenez Lumière doute, c'est l'Alabama qui m'y fait penser. Quand Lena Grove part en Alabama enceinte de ce type qui est parti, c'est une Odyssée. Ouais. Voilà. Je crois qu'effectivement, quand on creuse vraiment l'humanité, on en arrive à excaver quelques cadavres, quelques ossements. Et je crois que le travail du romancier, de l'écrivain, c'est ça, en fait. C'est d'aller voir ce qui se passe en dessous. Mais à notre insu, parler d'inconscience, c'est la partie émergée de l'iceberg, notre rendez-vous social, c'est-à-dire notre apparence, nos sourires, notre vie en communauté, c'est quelque chose qu'on a par définition en commun et qui s'exprime pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais notre boulot, c'est pas celui-ci, puisque il est révélé dans notre vie de tous les jours, par les codes, etc. Mais l'écrivain, c'est celui qui respecte aucun code. Aucun. On le suit ou on ne le suit pas. Mais en tout cas, son rôle, c'est ça. C'est d'aller creuser. Et pas labourer des grandes parcelles. Je crois pas. C'est creux. Enfin, on n'écrit pas le même livre, mais je crois qu'on creuse toujours au même endroit. De plus en plus profondément. Alors il y a des trucs bizarres sur la route. Il y a de la pierre, il y a de la roche, il y a des racines. Et il y a des fantômes aussi. Et il faut accepter ça, je crois. Ça rejoint l'absence, ça rejoint l'exil, tout ce qu'on voudra, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis aussi, il y a ce qui nous constitue. On écrit avec ce que l'on est, mais vous savez, c'est ce que disait Giono. Hein. J'écris comme je suis, mais ce que je suis, je ne sais pas. Alors j'écris. Donc, il y a ça, il y a nos lectures, il y a nos expériences, il y a ce qui nous constitue, ce qui nous fonde. Ça, il faut l'accepter. On peut raconter l'histoire d'une hôtesse de l'air amoureuse d'un steward, mais le commandant de bord n'est pas d'accord, et on peut. Si le commandant de bord n'est pas d'accord, il y a déjà du malheur. Hein. Oui, mais on sait que ça va bien se terminer. On sait que ça va bien se terminer. On peut raconter des choses comme ça, effectivement. Voilà. Et puis on peut aussi aller un peu plus loin, mais c'est un engagement, pas que... Alors, le cri, c'est très juste. Hein. Ma petite Rose, elle dans Les Aucune Femme, elle utilise le verbe écrier. Parce qu'elle s'exprime comme elle peut, mais elle a vraiment ce sentiment-là de pousser un cri. Et je ne sais plus ce que je voulais. Par où je voulais en terminer, mais ça devait être vachement bien. Je suis sûre que Attic va raccrocher les wagons sans problème. Hemingway disait que malheur à cet auteur qui a eu une enfance heureuse. Ça dit tout, en effet. Mais pourquoi ça? Tous les auteurs, évidemment tous les lecteurs, à chaque fois, ils s'interrogent, mais pourquoi ils n'écrivent que sur les malheurs et puis sur la souffrance, etc. Vous voyez, en effet, quand on lit la littérature mondiale, le fondement même de la littérature, c'est ce sujet, la guerre. Vous voyez, les premiers livres
dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, ne parle que de la guerre. C'est fondé sur ça. Pourquoi? Parce que dans la guerre, il y a une dramaturgie. C'est l'homme face à la mort. L'homme face à ses engagements. L'homme face à ses souffrances, etc., etc. Donc, la quintessence même de la littérature est fondée sur ça. Et puis, oui, cette dramaturgie est fondée sur autre chose. En fin de compte, dans tous les livres, dans tout ce qu'on dit, il y a un seul mot, c'est le désir. Tout ce qu'on veut, c'est, il y a un désir. Désir d'atteindre une liberté, d'atteindre une jouissance, d'atteindre un bonheur, etc., etc. Donc, mais la réalité du monde, c'est autre chose. C'est pourquoi Rumi disait, il y a quelques siècles, il disait, ta tâche n'est pas d'atteindre l'amour, mais de chercher ce qui t'empêche de l'atteindre. Donc, en effet, c'est-à-dire, il y a toujours un désir et il y a quelque chose qui nous empêche d'atteindre ce désir. Et cet empêchement crée bien sûr la souffrance, crée le combat, crée tout ce que vous voulez, des cris, etc. La frustration. Donc, c'est ça, c'est désir et l'obstacle, ce qui nous empêche. Prenez n'importe quel récit du monde, de n'importe quelle civilisation, n'importe quand. Vous voyez, c'est toujours, il y a un élan vers un désir et quelque chose qui l'empêche. Et c'est cet empêchement qui crée la dramaturgie, la littérature. Merci pour ces belles réponses. Alors, tout à l'heure, Franck Bouys a dit que donc, l'écriture était irriguée du vécu, mais aussi des lectures que vous pouvez faire par ailleurs. Vous avez tous les trois cité de nombreux auteurs. Et moi, j'ai une question peut-être un peu piège, mais que j'aime bien. Si vous deviez passer le reste de votre vie sur une île déserte avec un seul livre, lequel choisiriez-vous? Avec l'âne de Stevenson? Pour les Cévennes. Un livre. Moi, un seul. Un seul. Absalom, Je sais que Absalom. c'est une question piège. Absalom de William Faulkner. Et pourquoi? Parce que c'est inépuisable. Il y a des quelques rares auteurs comme ça. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous avez beau... On a ce truc-là, nous, quand on lit, plus on écrit, plus on lit, on se dit... On prend plus de plaisir à la lecture parce qu'on essaie de décortiquer le truc. C'est comme un mécanicien devant un moteur. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on ferme le capot. On ne fait même pas un tour avec. Et Faulkner, je ne sais pas comment il fait. Je l'ai lu 3 fois, j'ai lu 3 livres différents. Je ne sais pas comment il fait. C'est un chef-d'œuvre absolu. Ce livre est un chef-d'œuvre absolu. Il redistribue le monologue intérieur de Joyce avec le révérend Raito. Enfin, c'est incroyable. Donc, ouais, j'amènerai. Mais c'est compliqué, Je suppose que la réponse pourrait être différente demain, en fait. Non. Donc c'est un choix assumé, alors. Moi, c'est Ulysse de James Joyce, tout simplement parce que j'ai jamais pu aller jusqu'au bout de ce livre. Ça me rassure quelque part. Voilà, donc comme ça, j'aurais au moins, comme j'aurais dans ce titre, je n'ai pas d'autre chose à faire, donc je vais condamner à finir. Et Eugène, alors? Je ne veux pas vous décevoir, mais heureusement qu'il y a le numérique, donc je vais prendre la... Non, on ne triche pas, on ne prend pas de liseuse. Un livre, De toute façon, il n'y a pas d'électricité sur cette île déserte. Je n'ai même pas donné le titre que tu protestes. Eh bien, c'est la recherche. La recherche. Mais quel tome, alors? Parce que... Oh, Albertine retrouvée, c'est toujours bien de retrouver quelque chose. Ou quelqu'un. Plutôt quelqu'un. Ou quelqu'une. Enfin, derrière sacré... sacré Proust. En tout cas, si je peux avoir un bonus.
Il en faut toujours plus, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça. La frustration est tellement grande parce que la bibliothèque est énorme. Et prendre un seul livre, c'est un peu... c'est encore une épreuve presque insurmontable. Mais je pense à un livre inachevé de Pouchkine. Le titre, aucune référence avec des personnes existantes ou ayant existé. Le titre, c'est Le Nègre de Pierre Legrand. Parce que c'est un livre qui raconte effectivement la vie de son arrière-grand-père. On oublie souvent que Pouchkine avait du sang africain. Certains disent turc, d'autres disent abyssinien, mais certaines autres recherches disent qu'il était plutôt originaire du Cameroun, d'où une forme d'affection particulière pour cet homme qui a donc été pris en esclavage très jeune, et Pierre Legrand qui voyait grand, et tout pour lui était grand. Moscou, il trouvait que c'était une petite capitale un peu sale. Il avait regardé la Grande Russie et indiqué sur une carte, c'est là où je bâtirai la nouvelle cathédrale. Mais là, c'était quoi? Des marais à Saint-Pétersbourg. Et sur les marais, il a bâti quelque chose de grandiose, en effet. Et puis, il estimait que les Russes n'étaient pas assez reconnaissants pour les immenses travaux qu'il pouvait réaliser et pour ce qu'il avait encore à faire. Et un jour, un peu triste, il se lamentait la tête entre les mains en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter un peuple aussi ingrat ?» Alors on lui avait dit « Mais Seigneur, tu es le tsar de toutes les Russies, tu commandes un continent, etc. » Mais ça ne suffisait pas à le contenter. Puis il s'est dit, au fond, il a appelé ses proches collaborateurs, il leur a dit, quel est le peuple au monde qu'on estime être le plus misérable, le plus à l'arrière de la race humaine? On lui a dit, bah écoutez, c'est vite fait, hein, vite vu, c'est les Noirs. Il dit, bon, appelez les mes généraux et dites-leur que la prochaine bataille contre les Turcs, eh bien, puisque les Turcs ont beaucoup d'esclaves noirs, qu'ils me ramènent un noir au palais. Et c'est ce que ces généraux ont fait. Bon, ils ont donné la raclée à nos amis turcs. Et ils se sont dit, un seul, s'il meurt en chemin, nous ne pourrions pas nous-mêmes préserver nos vies. Prenons-en 6. Donc, ils ont pris six jeunes noirs, ils ont emmené à Pierre Legrand. Et Pierre a jeté son dévolu sur l'un d'entre eux, qui est donc devenu l'arrière-grand-père d'Alexandre Pouchkine. Enfin, cette histoire-là, j'aimerais pouvoir la lire, et même, vous voyez, si j'ai un peu de souffle, mais je crains de ne pas en avoir, mais comme je suis en bonne compagnie, je les consulterai. Je suis sûr que j'aurai du matériau, comme dirait Attic, et du matériau pour poursuivre peut-être cette histoire. Rendez-vous à une autre session de ce beau festival. Merci beaucoup. Je propose qu'on fasse circuler le micro dans l'assistance pour s'il y a des questions parmi vous. Des questions? Oui, tu veux le... Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas la première, on passe à la deuxième. Moi, c'est plutôt des félicitations que j'ai envie de donner, parce que c'est rare d'avoir des écrivains qui parlent de la littérature avec autant de vérité, de sincérité d'humanité, et je veux dire presque sans genre. Parce que je crois qu'on est sans genre, en effet, et qu'on peut être aussi bien un homme qu'une femme. Voilà. Merci. Merci pour ces félicitations. J'aime beaucoup le conte comme tu le racontes, et puis ton dernier livre, en tout cas l'un des derniers sur le Rwanda,
tu as une collection de, pas d'aphorismes seulement, mais par exemple le conte, il le commence par une formule, il y a eu qu'il n'y ait plus. Il y a eu qu'il n'y ait plus. J'ai trouvé ça formidable comme amorce. Alors, un petit conte rwandais? T'es piégé. Hein. Mais tu fais ce que tu veux. Un conte rwandais. Et là, ça, tu me poses. C'est horrible. Ah ben ça, c'est pas été prévu. Hein. Oui, je suis vache. Le Rwanda a beaucoup de vaches. Parce que là, j'écris pas mal de contes à l'intérieur, mais là, je suis un peu sec, c'est vrai, parce que je cherche un lien par rapport à tout ce qu'on vient de dire. À part, bon, enfin, la création du lac Kivu. Et il y a un lac magnifique qui sépare Rwanda du Congo. Un lac magnifique. Voilà, tu confirmes. Et il y a un conte comment ce lac est né. Donc on raconte que un brave homme avec sa femme était très dans la misère et Dieu leur a donc on a vu que le garçon, le mec est très sympa, la femme aussi, ils sont très innocents, misère, etc. Il leur a donné une vache qui allaitait, mais aussi donnait de blé, donnait du jus, etc. Une vache, voilà, magique. Et un beau jour, mais par contre, Dieu leur demande un secret. Il ne faut pas révéler ce secret à qui que ce soit. Donc, le secret de cette vache, d'où ça vient, etc. Et à un moment donné, il y a une guerre et l'homme est parti en guerre, la femme reste seule. Mais elle ne pouvait pas, justement, garder le secret de cette vache. Pourquoi? Parce qu'elle avait faim. Et justement, c'est à elle de parler avec cette vache et de traire pour avoir du lait, du blé, etc. Donc, elle ne pouvait pas. Et un homme qui traversait le village lui demande. Et du coup, elle était obligée de révéler le secret. Et puis, Dieu le condamne, cette femme, à aller au haut d'une montagne et pleurer pour cette trahison. Et elle pleure jusqu'à ce que le lac enfin, prend forme. Ensuite, de sorte qu'elle emporte la femme avec. L'homme arrive, il voit aussi que sa femme n'est plus là, sa maison n'est plus là, etc. Sa vache n'est plus là. Elle se met aussi à pleurer, jusqu'à ce que le lac est complètement rempli. Et les Rwandais, c'est magnifique, à la fin, ils vous posent cette question, en fin de compte. La tort venait de qui? De la femme, de la vache, de Dieu ou de l'homme? À qui les torts, cher public? Il y a une église à côté, on pourrait aller faire pénitence après. Ce que j'aime, c'est ce conte, vous voyez, toujours les contes ont une fin, bien sûr. Mais la plupart du temps, dans les contes rwandais, comme dans les contes perses, dans les contes indiens, il n'y a pas de fin. Il y a toujours une fin suspendue, une question. Parce que, je crois, pour eux, rien n'est achevé. Et c'est pourquoi j'utilise
le mot, enfin pas l'adjectif inachevé, mais inachevé avec ER, avec un infinitif. Je crois que, en effet, rien ne s'achève, tout s'inachève, d'une certaine manière. Ouais. Ça rejoint l'écriture, parce qu'à un moment donné, il faut bien terminer ces fichus livres. Il faut bien les terminer. Sans les achever. Et tout livre achevé est le masque mortuaire de ses propres intentions. Avec ma Et c'est ça en fait, c'est une passerelle en fait. Voilà, cette finitude qui n'est pas un achèvement, c'est une passerelle vers autre chose. Et, voilà. Et ça constitue comme ça, c'est un bien grand mot, mais l'œuvre. Je ne crois pas au chef-d'œuvre, mais je crois à l'œuvre. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent dans le public? Des questions? Oui. Non, ici, c'était là. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, Magali est France. C'est TGV, Alors, c'est pas une question, mais c'est un livre qui m'a énormément marqué à l'époque, quand j'étais toute jeune. C'est un livre écrit par Jean-Pierre Perrin qui s'appelle Chemin de poussière. Vous connaissez? Ah oui. Voilà. Donc, il avait fait de l'Afghanistan une femme. Et je trouve que le titre l'a plus dit. La bague. Je te dis que... vous avez entendu le début ou pas? Non. Voilà, je recommence. Donc, c'est un livre qui m'avait marqué à l'époque, écrit par un journaliste, Jean-Pierre Perrin, qui avait écrit Chemin de poussière. Et il avait fait de l'Afghanistan une femme inatteignable, dont on ne pouvait que tomber amoureux. Et je trouve que le titre, là-bas vu d'ici, c'est un peu ça, parce que l'Afghanistan, pour nous, c'est un mythe. Enfin, pour moi, c'est un peu un mythe. C'est-à-dire, tant qu'on n'y est pas allé, c'est un mythe. Et je trouvais ce livre très, très beau. Eh bien, vous avez aussi l'Afghanistan, la figure féminine de l'Afghanistan, c'est une belle métaphore. C'est vrai que les Russes l'ont beaucoup désiré. Ensuite, les Américains s'y sont mis. Nous aussi, les Français, on n'était pas en reste. Nous sommes au pied de l'Afghanistan et au pied de l'Attique, surtout, qui représente ce beau pays. C'est vrai qu'il souffre et c'est vrai aussi qu'il est fascinant. On parlait de Kandahar, Jalalabad, on parlait de la Perse. C'est un pays de plusieurs cultures, de plusieurs mélanges, qui est effectivement fascinant entre l'Europe et ce que nous appelons l'Orient compliqué, très lointain et en même temps proche. Et c'est vrai que tout cela fait en sorte que le désir d'Afghanistan est peut-être aussi notre frontière, ou en tout cas un horizon que nous arrivons difficilement à atteindre. Et puisqu'on a quelqu'un qui pourrait peut-être nous expliquer, ou en tout cas éclairer notre lanterne, Atik, qu'est-ce que l'Afghanistan? Avant que ne s'achève notre rencontre, je pourrais nous en dire un mot quand même. Le pauvre Atik, là, il est sur on le cuisine. Est-ce qu'il y a des questions plus générales? Après, je ne sais pas si vous voulez répondre, Atik. Si vous avez besoin d'être sauvé, je peux essayer de passer le micro au public. La réponse est très simple et très courte. C'est mon père, en 1973, quand il y a eu le coup d'État à Kaboul pour renverser la monarchie. Et mon père, Waeli, était en prison. Et là, il a dit une chose très simple. À ce moment-là, il a dit, avec ce coup d'État, le A d'Afghanistan, le premier A, est tombé pour devenir Fghanistan. Fghanistan, si on le traduit mot à mot, ça veut dire terre de cris et de plaintes. Donc voilà, oui, c'est une femme qui crie, en effet. Mais pourquoi ce pays est devenu un objet de désir, en effet, et avec justement cette dramaturgie de l'empêchement d'atteindre ce désir, toujours. Donc c'est pourquoi, je crois, il y a tant de livres, etc., en ces derniers temps, pour expliquer ça. Mais ça, c'est
là-bas vu d'ici. Mais renversons justement le point de vue. Pour les Afghans, là-bas, c'est ici, c'est vu de là-bas. Vous voyez, et du coup, la France est leur objet de désir. Donc, pareil, pour nous, aussi bien par l'Afghanistan, c'est un objet de désir pour vous, mais pour nous, pour les tant d'Afghans, tant des femmes, cette liberté, cette lumière qui est ici, c'est un objet de désir. Et je reviens, peut-être pour terminer, parce qu'on n'a pas le temps, une histoire de Moulana Nasruddin. Encore une. Il paraît qu'un soir, une nuit, quelqu'un le voit sous un lampadaire dans la rue en train de chercher quelque chose. Et il dit, un passant, il dit, qu'est-ce que tu as perdu quelque chose? Il dit, oui, j'ai perdu la clé de ma maison. Il dit, bon, je vais t'aider pour la retrouver. Il se met à trouver, mais au bout de 5-10 minutes, rien. Il dit, voilà, es-tu sûr de l'avoir perdu ici? Il dit, non, je l'ai perdu chez moi. Il dit, mais alors pourquoi tu le cherches ici? Il dit, là-bas, chez moi, il n'y a pas de lumière. Donc voilà, la clé, vous voyez, c'est toujours, on cherche cette clé, cette clé imaginaire. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci à tous pour votre écoute, votre présence. Les livres de nos trois invités sont disponibles dans le hall et n'hésitez pas à continuer les échanges de manière plus